la cause. En fait, ce sont ces questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'il faut une loi? Quel est le désordre social qui nous oblige de nous doter d'une nouvelle loi? En l'espèce, pour la constitution que nous avons aujourd'hui, ce désordre social était la guerre endémique, parce qu'il faut dire qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, et c'est une guerre qui date de 1996. C'est facteur de droit, le désordre social, c'était l'instabilité institutionnelle, c'était la confiscation du pouvoir dans le chef d'un seul individu, et qui a évoqué donc le besoin de la séparation des pouvoirs. C'était la dictature, il nous a fallu un régime démocratique où le peuple se prononce. En ce qui concerne la guerre, l'objectif principal de cette constitution, c'était qu'on dise tous ensemble, plus jamais ça, parce que cette guerre a fait plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait lui trouver un texte qui allait mettre en place un dispositif qui empêcherait tout nouveau recours à la guerre. Voilà pourquoi nous sommes dotés d'une nouvelle constitution. Deuxième élément, angoisse existentielle, c'est l'instabilité institutionnelle. Nous l'avons assez vécu depuis des années 80 avec la lettre de 52 pages de 13 parlementaires, jusqu'au jour où l'on a adopté cette constitution. Il fallait mettre en place des institutions fortes et des institutions qui permettraient que le fonctionnement soit assez assaini et viable. Pourquoi nous avions adopté cette constitution? La confiscation du pouvoir, il fallait amener le principe de séparation des pouvoirs pour que désormais les institutions interagissent et que le plus grand nombre d'organes et de personnes concourent à la gouvernance de l'État. Ce qui en apparence avait été fait par cette constitution. Et dans ce contexte-là, cette constitution va être rédigée, nous savons tous qu'il faut le dire, à la va-vite. À la va-vite, parce que je vais revenir ici pour vous dire que tout cela a posé problème. Premièrement, la guerre. Aujourd'hui, il suffit de nous arrêter pour nous demander si la Constitution a atteint ses objectifs. Entre autres, l'interdit principal que personne, plus jamais personne, ne recourt aux armes pour tenter de conquérir le pouvoir. Et depuis son adoption, nous sommes en guerre parce qu'au moins un village est occupé depuis le 18 février 2006. Ce qui signifie que la Constitution n'a pas réussi à atteindre cet objectif de nous donner une paix ou la paix durable. Donc, l'objectif de mettre fin à la guerre par cette Constitution n'a pas été atteint. Deuxième objectif, c'est, nous avons dit, l'instabilité institutionnelle. Nous sommes en train de la vivre avec les récents événements que vous avez vus ici, notamment en ce qui concerne le conflit FCC-Cash, dû notamment au mode électoral, mais surtout à la contestation endémique des résultats des élections. Parce que toutes, et presque toutes, ont été contestées. Alors que l'un des objectifs d'avoir cette constitution, c'était qu'on n'ait plus jamais des élections contestées et que le peuple lui-même se prononce. Ce qui fait que là aussi, la Constitution n'a pas atteint ses objectifs, parce que l'instabilité institutionnelle continue. À chaque fin des élections, nous avons ce problème, et même dans les relations avec nos provinces, nous vivons cela. La confiscation du pouvoir ou le pouvoir d'une seule personne, ça nous allons peut-être en parler lorsque je vais évoquer les raisons juridiques de cette Constitution, notamment avec ce fameux article 91 qui postule que le gouvernement de la République formule en concertation avec le président de la République la politique de la nation et l'applique. Et cet article d'emprunt français a malheureusement été reformulé et mal appliqué chez nous parce que, en cherchant à éviter la cohabitation, il a permis au Parlement, quelles que soient ses couleurs, de s'aligner sur le président de la République. Parce qu'on ne peut pas avoir une même politique formulée et après diverger dans la gouvernance. La politique de la nation est co-formulée entre le gouvernement et le président de la République. Donc, jusque-là, ça pose effectivement problème. Donc, la Constitution n'a pas atteint ses objectifs. Deuxième élément, raison morale. Cette Constitution que nous avons a dans son historique même les germes de mauvaise exemplarité.
Pourquoi? Parce qu'elle a été rédigée par des personnes qui avaient des mains sales. Et chaque fois que nous la tenons, nous communiquons un mauvais exemple à nos enfants. Il n'est pas admissible que des personnes qui, pour venir rédiger la Constitution, ont exigé d'abord l'amnistie. Parce que tous avaient tué. Je dis bien tous sans exception. Tous avaient tué, tous avaient violé, tous avaient assassiné, tous étaient couverts des crimes odieux qui troublent la conscience collective de l'humanité aujourd'hui. Ils étaient soit RCD, soit anciens rebelles de la FDL, ou alors lorsqu'il s'est agi de choisir un opposant, on a choisi celui qui avait les mains sales, Zaïdi Ngoma. C'était donc un conglomérat de personnes couvertes de honte, qui avaient les mains sales, qui ont pu se réunir au sein d'un Sénat de nomination, de cooptation, de récompenses, parce que celui qui avait fait plus de morts avait eu plus de sénateurs. Et il devait nous donner donc cette constitution. Je crois, quelle que soit sa perfection, il est nécessaire, il est plus que jamais nécessaire que par leçon, par éthique, que notre peuple se dote d'une constitution aujourd'hui rédigée par des personnes fiables et des personnes potables. Des raisons politiques, une constitution c'est aussi un discours politique. Moi, je suis de l'IDPS. Nous nous sommes passés par une campagne pendant laquelle nous avions promis que si le peuple nous donne le pouvoir, nous allons nous débarrasser de cette constitution de honte, de cette constitution souillée par des personnes sales. Et le peuple nous a voté sur base de ce discours-là, parce que nous lui avons promis que nous devions changer cette constitution. C'est connu de tout le monde, nous l'avons dit depuis son adoption. Et parce que cette adoption, vous le savez bien, ça a été aussi un braquage. Moi, j'ai assisté au meeting de Martin Fayoulou, de Franck Diongo sur la place Koidro, lorsqu'ils tentaient de battre campagne pour le non. Ils ont été braqués, matraqués, torturés. Donc, personne n'avait le droit d'expliquer qu'il ne fallait pas adopter cette constitution. Il nous faut donc une constitution démocratique. Les raisons juridiques. Aujourd'hui, la question se pose souvent de savoir pourquoi est-ce qu'il nous faut une nouvelle constitution, pourquoi, c'est quoi la règle de droit, tout ça. Moi, je voudrais dire qu'il faut parler de deux choses ici. La première chose, c'est la révision. Là-dessus, nous sommes tous d'accord qu'il faut réviser cette constitution. Personne n'est contre. En commençant par les pères évêques que vous êtes, vous l'avez dit quelques jours seulement après l'adoption de la constitution, et vous avez souhaité que ça se fasse très rapidement. Et à côté de moi, l'honorable Deli, qui est, je vais le souligner, mon frère, nous sommes du même terroir de Luisa. Il a bâti aussi sa campagne sur ce thème qu'il fallait changer, et plutôt modifier la Constitution. Elle proposait une quarantaine d'articles pour cela. Et je vais noter que beaucoup d'autres personnes ont demandé ça. Donc le débat sur la révision, la probable révision de la Constitution ne se pose pas. On peut réviser tous les articles sauf l'arbre sacré, plutôt les articles concernés par l'article 220. Alors, je ne pense pas que ce soit l'occasion ici ou que ce soit nécessaire qu'on discute sur la révision de la Constitution. Je vais plutôt parler ici du changement. Qu'est-ce que nous entendons, qu'est-ce qu'on vous a souvent dit? La révision de la Constitution est constitutionnelle, le changement de la Constitution ne l'est pas. Ici, il faut noter déjà qu'il y a ce fameux article 220 qui vous dit que les droits de la personne, aucune révision ne peut porter sur, aucune révision ne peut avoir pour vocation de réduire les droits de l'homme. Si on peut s'arrêter là. Les droits de l'homme, ce n'est pas un concept de droit constitutionnel congolais, non. Parce qu'aucune constitution n'est obligée de protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme relèvent de la norme impérative du droit international. Plus aucune nation ne peut s'autoriser à adopter une constitution qui ignorerait les droits de l'homme. Donc, c'est un vide, ça n'a rien servi que l'on remplisse notre constitution d'autant d'articles
protecteur des droits de l'homme. C'est là toute la différence entre les droits de l'homme qui sont universels et naturels et les libertés publiques qui peuvent être le fait de lois locales. Et pourtant ici, l'on doit bien noter que lorsque la Constitution vous dit qu'aucune modification ne peut porter sur la modification, sur la réduction des droits de l'homme, c'est déjà une violation de la Constitution elle-même. Je parle de l'article 217 qui nous oblige par moment ou pour raison de construction africaine de renoncer éventuellement à une partie de notre souveraineté. Ça signifie quoi? Si dans le cadre d'intégration régionale africaine, il y a des débats et des conventions en matière de droits de l'homme, par exemple, je prends seulement cet exemple, nous allons bloquer cela parce que notre Constitution dit autre chose. Non, les droits de l'homme sont évolutifs, on ne peut pas les conjurer et les fixer éternellement. Lorsqu'on adopte la Constitution américaine, il y avait un droit qu'on appelait droit à la propriété privée. Dans le patrimoine des citoyens américains, il y avait aussi les esclaves. Imaginons que les Américains aient dit qu'on ne peut pas modifier ces dispositions relatives aux droits de l'homme en considérant le droit de propriété comme droit d'avoir les esclaves. C'est-à-dire qu'on aurait jusqu'aujourd'hui légalement des esclaves aux États-Unis. Et pourtant, les droits de l'homme sont évolutifs. Aujourd'hui, il y a les droits de la bioéthique qui peuvent évoluer. Moi, je suis foncièrement catholique, je suis opposé à la polygamie, mais comme scientifique, j'affirme par exemple que le conditionnement de la personne humaine d'avoir une seule femme ici au Congo viole un principe fondamental de notre Constitution, le principe de laïcité. Parce qu'il y a de ces églises qui fondent pour principe qu'on peut se marier à 2 à 3 femmes. C'est différent, moi je suis foncièrement catholique, je suis opposé à cela, mais je ne suis pas partisan du principe qu'on viole les droits des autres, parce qu'il y a un principe de laïcité connu de tout le monde. Les droits de l'homme peuvent évoluer, parce que lorsque vous lisez cet article 217, nous avons accepté le principe du droit moniste, la soumission de nos lois au droit international. Et parce que nos lois sont soumises au droit international, vous lirez l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle pose le principe d'existence de normes impératives du droit international et affirme que lorsqu'une nouvelle norme impérative du droit international apparaît, toutes les normes contraires à celle-ci disparaissent. Et imaginez qu'aujourd'hui, qu'une norme de droit international apparaisse en matière de droits de l'homme et que nous on dise notre Constitution nous empêche d'être modifiée parce qu'elle consacre tel droit de l'homme. Donc cette Constitution, elle est archaïque de ce point de vue-là. Une Constitution doit être apte à s'adapter aux réalités sociales et particulièrement aux réalités sociales internationales. Mais parce que cette Constitution présente pareille rigidité en matière de droits de l'homme, nous sommes en déphasage avec l'évolution de la société internationale en matière de la bioéthique, en matière de l'environnement et de beaucoup d'autres droits qui de plus en plus seront contraires aux valeurs que nous avons consacrées comme intangibles dans notre Constitution. Il y a ici le problème de province. On vous dit est nul. Toute modification de la Constitution ou ne peut avoir lieu toute modification de la Constitution qui a pour vocation de réduire les pouvoirs des provinces et des entités territoriales décentralisées. L'un des pouvoirs des provinces, c'est le pouvoir pour l'Assemblée provinciale d'élire les gouverneurs. Et nous avons constaté ce que ça fait depuis que nous sommes en fonction. Mais je signale déjà que j'ai consommé mes minutes, j'ai encore beaucoup de choses à dire malheureusement. Ça signifie que chaque fois que les élections se terminent, les sénateurs, les candidats sénateurs s'enferment avec les députés provinciaux. Celui qui a l'argent, il distribue, et ça c'est clair. Nous n'avons aucun mécanisme pour empêcher cela. Aucun. Parce que lorsqu'ils se donnent cet argent-là, nous ne sommes pas là. Ils peuvent se le donner par voie bancaire, en nature, ils peuvent se le donner à l'étranger, nous ne sommes pas là. Ce que nous savons, c'est que c'est lui qui a l'argent qui va gagner les élections sénatoriales. Voilà le Sénat que nous avons qui vient nous représenter et qui va agir comme représentant du peuple. Ça pose problème.
Enfin, parce que je pense que s'il faut modifier le fonctionnement de nos institutions, les adapter à une constitution démocratique, nous ne pouvons plus aller avec ce mode électoral-là. Et pourtant, si nous pouvons changer ce mode électoral, il faut toucher l'article 220. On ne peut pas la toucher et les verrouiller. C'est en cela que s'invite le débat sur le changement de la Constitution. Pourquoi est-ce? Notre article 5 de la Constitution est clair là-dessus. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, donc nous les députés, ou directement par voie du référendum. Ça signifie quoi, Éminence, Excellence, Révérend? Il y a deux modes de dévolution de pouvoir du peuple dans notre Constitution. Premièrement, c'est au travers des représentants. Ça signifie ce que le peuple a mis dans la Constitution. Le peuple agissant comme constituant originaire, il confie à nous, ses représentants, le mandat de gestion et le mandat de réviser la Constitution comme constituant dérivé. Mais le peuple dit en même temps qu'il peut exercer cette souveraineté directement par voie de référendum. Ça signifie ne pas passer par nous, ses représentants. C'est là que cet article 5 prévoit deux lois pour que le peuple exerce sa souveraineté. Une loi portant organisation des élections qui permet au peuple de désigner ses représentants pour exercer sa souveraineté. Une loi portant organisation du référendum qui permet au peuple, lorsqu'il veut se prononcer sur des matières importantes de son existence, de se prononcer par référendum. On me demande de m'arrêter, je vais rebondir pour répondre aux questions. C'est pour dire en fait que le changement de la Constitution est juridiquement acceptable et aucun principe de droit, aucune loi, aucune doctrine juriste n'interdit le changement d'une Constitution par un peuple. Il n'y a aucun enseignement à l'université qui interdit cela, et donc on ne peut pas tenter d'empêcher, de bloquer, d'empêcher le peuple d'exercer un tel pouvoir, même s'il n'est pas tenu de justifier le pourquoi il veut changer sa constitution, c'est l'exercice de sa souveraineté. Merci beaucoup. Oui, que les pères Vec aient sollicité que nous intervenions ici pour éclairer leur lanterne par rapport à de multiples débats qui sont partout dans le pays autour plus précisément de l'éventualité des changements ou des modifications de la Constitution et aussi de la loi portant modalité d'organisation du référendum qui se trouve en discussion au Parlement. Nous avons eu ce plaisir d'être ici pour d'abord tenter de donner des clarifications sur ce qui a été dit qui n'est pas correct sur cette loi portant modalité d'organisation du référendum qui est une loi constitutionnellement permise parce que, autant que la loi électorale, notre article 5 de la Constitution a prévu depuis son adoption qu'une loi sur le référendum soit adoptée, ce qui est du devoir en fait de l'institution Parlement. Quant à d'autres sujets, principalement ceux qui concernent la possibilité de modification de notre Constitution, j'ai estimé ici, devant les pères évêques, qu'il n'y a pas trop de débat sur cette question, d'autant plus que cette modification éventuelle de la Constitution, elle est constitutionnellement prévue et qu'il n'y a, à mon avis, dans ce pays, personne qui doute de ce que cette possibilité soit légale ou constitutionnelle. Et l'autre débat qui a tourné autour de l'éventualité du changement de la Constitution, c'était ici de rappeler à ce grand auditoire de très grands intellectuels que la Constitution en soi, comme texte, elle est l'émanation du peuple et que le droit contemporain, dans toutes ses facettes, le droit constitutionnel, lorsque nous l'interprétons aussi à l'aune du droit comparé, notamment la Constitution française dont nous avons emprunté cet article 5 qui se trouve être l'article 3 en France, n'interdisent du tout pas qu'un peuple, s'il le trouve opportun, puisse changer sa constitution parce que, comme nous l'avons si haut déclamé, la souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce au travers de ses représentants ou directement par référendum. Donc, que le Parlement adopte la loi sur les conditions d'organisation du référendum n'est que là une possibilité légitime
de pouvoir donner à notre peuple l'instrument qui permettrait, le moment venu sur une question ou l'autre, de pouvoir exprimer sa souveraineté. Je crois que le message est assez bien passé. Il y a d'autres malentendus ici qui étaient à clarifier, notamment autour du discours que l'idée de changer la Constitution éventuellement serait une sorte de cacher les échecs de gouvernance. Et ici, avec des chiffres bien précis que nous n'avons pas tous étalés faute de temps, nous avons pu démontrer au Père évêque que la gouvernance Tshisekedi de 7 ans n'a pas de commune mesure depuis notre existence, y compris depuis la période coloniale, en termes de réalisation d'écoles construites, des universités de rang mondial, comme je venais de le rappeler ici, du nombre de kilomètres de routes réalisés ou d'autres besoins en termes de paiement du personnel enseignant, de fonctionnaires de l'État. Par exemple, qu'en 2018, nous avons trouvé ce pays avec seulement 93 000 enseignants payés. Les autres, on les appelait nouvelles unités, non payées et consorts. Au jour où je vous parle, nous avons 700 000 enseignants payés, soit 610 000 enseignants de plus qui ont été payés, avec cette majorité, certes, qui ne satisfait pas encore tous les besoins de nos enseignants, mais qui va être davantage amélioré. Les choses se sont ainsi déroulées. Nous pensons que ici, les pères évêques se sont fait une religion sur tous ces débats qui ont été parfois malicieusement communiqués de manière malveillante. Nous pensons qu'ils se sont fait une bonne religion et vont devoir soutenir probablement cette idée qu'en démocratie, seul le peuple est souverain et qu'il n'y a pas de conditions de droit ni de morale qui soient de nature à limiter la souveraineté du peuple et la possibilité qu'il s'exprime par référendum, comme la Constitution le dit, y compris par lui-même. Voilà. Congo Avenir.